Cet épisode vous est présenté par la chaîne de podcast Zéphyr. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'épisode 18 du podcast Zéphyr, aujourd'hui, je rencontre Lisa et Marilou, deux amies qui ont étudié les sciences de l'environnement et de la biologie, donc les sciences du monde vivant. Et nous allons parler du livre Humus de Gaspard Koenig. Je vais rapidement résumer ce roman, comme ça vous avez un peu un contexte. Donc deux étudiants en agronomie qui sont très angoissés, comme toute leur génération finalement, par la crise écologique, refusent le défaitisme et se mettent en tête pour changer le monde. Nous avons Kevin, qui est fils d'ouvrier agricole et qui va lancer une start-up de vermicompostage, donc des composts qui fonctionnent car des vers à l'intérieur vont recycler la matière organique. Et il va donc, avec cette start-up, participer à une forme de capitalisme vert. Je reviendrai à la définition de ce terme. Et Arthur, son ami, qui est lui un enfant de la bourgeoisie, et lui va se retirer un peu de la ville et aller tenter de régénérer le champ familial qui a été ruiné par des années de pesticides et qui va se heurter à la réalité de la vie rurale. Et au fil de leur apprentissage, les deux amis vont mettre leurs idéaux à rude épreuve. En effet, dans leurs études, ils ont appris beaucoup de théories, ils ont créé une sorte d'idéal écologique, un système de valeurs assez catégorique vis-à-vis de comment se comporter avec le vivant. Et lorsqu'ils arrivent dans le monde du travail, ces idéaux vont être bouleversés car ils vont se rendre compte que ce n'est pas si simple que ça. Finalement, d'intégrer le monde du travail capitaliste sans pour autant se faire happer par ce capitalisme et s'y intégrer d'une certaine manière. Voilà, je ne vais pas en révéler plus pour l'instant. Je souhaite encore définir 3 termes que vous allez rencontrer dans ce podcast. Il s'agit du technosolutionnisme, du greenwashing et du capitalisme vert. Tous ces 3 désignent des manières liées d'aborder la crise écologique, mais qui ne remettent pas en cause en profondeur les structures existantes. Le technosolutionnisme repose sur l'idée que les innovations techniques suffisent à résoudre des problèmes complexes écologiques en évitant des changements de mode de vie ou d'organisation sociale. Et pourtant, on sait aujourd'hui, avec le rapport notamment du GIEC, qu'il est nécessaire de changer fondamentalement nos rapports au vivant et pas simplement de se dire que des technologies vont tout sauver. Ensuite, le capitalisme vert constitue le cadre idéologique de cette approche. Il cherche à concilier croissance économique et protection de l'environnement, et ce, en mobilisant les mécanismes du marché et en intégrant la nature comme un capital. Donc, ce capitalisme vert comprend que les ressources sont limitées, mais il garde toutefois cette idée de croissance à finalement infinie. Et donc, c'est un peu un paradoxe au sein de ce terme. Et finalement, nous avons le greenwashing, qui correspond aux stratégies de communication qui donnent une image écologique trompeuse à une marque, par exemple, sans transformation réelle des pratiques. Et même si la marque en soi est écologique, il peut s'avérer que finalement, elle n'est pas tant écologique que ça, et c'est plutôt du greenwashing, afin que les personnes qui achètent les produits de cette marque pensent « Ah, c'est bien ce que je fais pour l'environnement », mais ça ne l'est pas. Et donc, ces notions, ensemble, elles illustrent une réponse à la crise écologique qui privilégie l'adaptation du système existant, donc capitaliste et extractionniste, et elles sont souvent critiquées car finalement, elles ne traitent pas les causes profondes des problèmes. Ce sont des thèmes qui viennent dans ce roman, et c'est pour ça que je souhaitais les définir. Je souhaite encore juste préciser, j'en suis très désolée, il y a eu des petits problèmes techniques durant l'enregistrement. Donc parfois il y a des petits tacs ou des petits grésillements que j'ai vraiment tenté d'éliminer, mais c'était impossible en fait de les enlever complètement. Donc merci de votre indulgence pour cela, et je vous invite à rejoindre ma discussion avec Marilou et Lisa. Bonjour Lisa, bonjour Marilou.
Merci. Bonjour. Merci de venir participer à ce podcast Zéphyr. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui s'appelle Hummus de Gaspard Koenig. Et avant de commencer, j'aimerais que vous vous présentiez de la façon dont vous le souhaitez. Car moi, je m'appelle Lisa. Et puis, je connais Zélie depuis le lycée. Et Marie aussi. Et puis, j'ai étudié ingénierie d'environnement. Donc, j'ai toujours été assez proche de la nature. Je pense que ça vient un peu de ma famille, car on allait souvent en montagne. Et puis, ça m'a du coup direct donné un peu un lien avec la nature. Et aussi, en secondaire, j'avais une super prof qui était hyper écolo. Et du coup, elle était en mode positive vibes. Et puis, elle m'a aussi donné un peu sensibilisé, on va dire, à l'écologie. Voilà. Et du coup, je fais ingénierie d'environnement. Merci. Et Marilou? Donc, moi, c'est Marilou. Moi, j'ai fait des études en biologie, plutôt direction écologie et, disons, mon master s'appelait écologie et évolution. Et je me suis surtout intéressée à des questions de biodiversité ou de diversité de manière générale. Et maintenant, je travaille en tant que biologiste dans la conservation des espèces. Et donc, comme Lisa, j'ai l'impression que de manière générale dans ma vie, j'ai toujours été relativement proche de la nature, aussi à travers mes parents. Et voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci encore d'être là. Et donc aujourd'hui, j'ai déjà mentionné, on va parler du livre qui s'appelle Hummus. Déjà, est-ce que ce livre vous a plu? Et pourquoi? Et sinon, pourquoi pas? Donc je vous avais proposé de lire ce livre et je me réjouis de votre retour. Donc moi, le livre, il m'a vraiment plu. Disons, j'ai apprécié le lire, parce que j'ai pas trop aimé la fin, mais je trouve ça quand même un super livre à lire, parce qu'il est agréable à lire, il est bien écrit, je trouve, et il pose quand même aussi des questions, disons, il est facile à lire, mais il apporte quand même aussi des questionnements et des thématiques qui sont intéressantes, je trouve, qui amènent à la réflexion. Donc pour ça, j'ai quand même aussi bien aimé, ouais. J'aime aussi le livre, j'aime aussi sa manière dont il est écrit. Et puis, il est facile à lire. Et c'est un peu aussi l'aspect crise écologique. C'est un peu amené facilement, on va dire, assez naturellement. C'est pas genre lourd ou bien hyper technique. Donc, je trouvais hyper agréable à lire et hyper facile à lire. Ok, donc on parlera de la fin du roman dans quelques minutes, de toute façon. Donc, merci pour ces avis. Donc, comme je l'ai dit, Arthur et Kevin, ils voient leur système de valeurs vraiment défié dans ce roman. Arthur, lui, il va se battre en vain avec cette terre de son grand-père qu'il tente de régénérer, donc de faire pousser des récoltes sans pesticides et de manière durable. Mais il se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on croit ou que ce que l'on apprend dans les études d'agronomie. Et Kevin, lui, se perd, en fait, finalement, dans cette idée de start-up, car il va se laisser happer dans cette création et la direction d'une start-up plutôt capitaliste, en fait, ce capitalisme vert. Et donc, c'est une sorte de durabilité mensongère qu'il va faire miroiter, et il commence à s'en rendre compte, et il n'est pas forcément à l'aise avec cette évolution de sa personne. La question que j'ai pour vous est la suivante. Vous qui avez étudié de l'environnement, enfin la biologie, la nature, etc., est-ce que vous avez vécu quelque chose de similaire lorsque vous êtes passé des études au monde du travail? Du coup, je suis dans la construction hydraulique, peut-être que je précise. Et puis du coup, pendant les études, tu apprends un peu, c'est quoi un peu l'erreur, par exemple, que les humains ont fait avec les rivières ou les cours d'eau en les rendant tout droit pour pouvoir avoir plus de terre, pour pouvoir construire plus de maisons, mettre des industries et tout. Puis du coup, après, il y a plein de problèmes qui s'ensuivent avec ces rivières droites. Donc en gros, notre but, c'est un peu rétablir un peu les habitats qui ont été cassés, enfin voilà. Et puis du coup, tu arrives avec un peu ce bagage-là et après tu vas dans le bureau d'Inge, puis après, comme tu dis, tu as genre un certain budget, tu es payé par un maître d'ouvrage qui a des idées assez précises en tête. Et puis, par exemple, si c'est une commune qui veut revitaliser un tronçon de cours d'eau, ils ont genre ce tronçon, ça sort de la commune, c'est plus leur... ils s'en foutent un peu après. Enfin, c'est vraiment un peu basé, pardon. C'est basé sur leur territoire. Au final, c'est... Ouais, puis après, t'as aussi ce fond de revitalisation de
de la Confédération, il y a pas mal aussi de maîtres d'ouvrage qui se disent « Ah, en vrai, j'ai un peu un problème avec cette rivière, genre, il y a des murs qui s'effondrent et tout. » On va essayer de le faire tourner en projet de Revit pour pouvoir être subventionné par l'État, alors qu'en fait, c'est pas forcément le but premier de remettre des poissons, enfin que les poissons soient à nouveau contents dans la rivière, quoi. Donc, je trouve que là, t'es pas mal confronté au final, t'es quand même censé faire ce que la personne qui va te payer. Ouais, donc tu dois faire ton projet en fonction. Et puis, un petit peu décent aussi, parce que t'es méga aussi limité. Enfin, tu vas pas changer le monde, quoi, en travaillant là-dedans. Et ça, c'était logique, mais ouais, Des illusions. voilà, c'est des illusions. Et toi, Marilou? Moi, j'ai l'impression un peu moins, peut-être, des illusions, mais j'ai l'impression, quand j'ai réfléchi à cette question aussi, peut-être en partie parce que j'avais pas eu... Moi, j'ai fait mes études parce que je les trouvais intéressantes, sans avoir une idée vraiment de travail que je pourrais faire derrière. C'était quelque chose auquel je pense c'était flou au point où je ne me posais même pas trop la question. Je pensais que justement ça allait arriver au moment venu, j'allais chercher ce qui me plairait. Et après mes études, donc après mon master, j'ai aussi fait un peu une année de pause presque, où j'ai fait un peu des petits boulots. Et dans un de ces petits boulots, c'était aussi lié peut-être à l'environnement au sens très très large. Euh, donc c'était un travail à temps partiel qui était pour le développement durable de l'école où j'ai étudié. Et là, j'ai pu voir un peu un aspect de ce qui entrait dans ce qu'on entend comme développement durable, qui est en fait très très large et basé beaucoup sur aussi la communication, mais aussi beaucoup sur juste des calculs de CO2 ou ce genre de choses. Et là, moi, j'ai vu que je pourrais pas faire ma carrière là-dedans. Donc, mais après, c'était pas une désillusion en soi, puisque c'était un job à temps partiel qui était temporaire. Donc, enfin voilà, j'ai pu arrêter relativement rapidement. Peut-être, enfin, c'était quand même une réalisation de voir que ces postes qui sont peut-être sur le titre assez intéressants, qui sont autour du développement durable, moi, je l'ai vécu comme étant très éloigné de mon système de valeurs au final, disons, en ayant une impression d'avoir très très peu d'impact. Et maintenant, dans mon job actuel, qui est donc autour de la planification pour la conservation des espèces, là, j'ai l'impression que j'ai pas tant au jour le jour de désillusion, parce que c'est vraiment en ligne avec mes valeurs. Je me rends bien compte que c'est pas non plus des projets qui vont changer le monde, comme Lisa te l'a dit, non plus. Mais c'est quand même... Enfin, je trouve que je suis à un endroit où je peux quand même participer au développement de projets qui pourraient aller dans mon sens. Et voilà, moi en plus je suis assez au début de la chaîne, donc c'est vraiment pour proposer un cadre pour la conservation de certaines espèces, pour ensuite donner aux gens qui vont mettre en place ces mesures de conservation. Donc je suis peut-être aussi relativement assez éloignée du terrain pour ne pas rendre compte de ce qui fonctionne pas et ne pas avoir au final ces désillusions au quotidien. Mhm. Donc les deux, finalement, vous avez quand même atterri dans des jobs où j'ai l'impression que vous êtes quand même alignés avec les valeurs enfin, que ce soit pour rétablir le bien-être de l'écosystème d'une rivière ou bien plutôt pour des plans d'action concernant la conservation d'espèces. Mais est-ce que vous avez peut-être des amis dans ce paradoxe, en fait, du greenwashing un peu, qui veut donc sauver la planète à travers des logiques de production capitaliste, en fait, et c'est une contradiction en soi. Est-ce que vous avez des amis qui ont quand même atterri là-dedans, qui misent tout sur les solutions qui finalement ne sont pas très bonnes pour l'environnement non plus, qui s'appelle aussi le techno-solutionnisme? Peut-être, peut-être pas. Et aussi, autre question, comment est-ce que vous pouvez vous situer par rapport à ça? Par rapport à vos études, en fait, vos connaissances d'experts, disons, par rapport à tout ça. Alors, juste sur le point des amis, moi j'ai l'impression que j'ai quand même 2-3 connaissances qui peut-être sont un peu... ou disons qui ont dû faire un choix quand même justement allant dans cette direction en... pas forcément en mettant totalement en parenthèse un système de valeurs, mais quand même en entrant dans un job qui questionne peut-être le système de valeurs.
J'ai un ami, mais qui maintenant a arrêté ce poste en question, mais qui a fait un PhD, ou qui avait commencé un PhD autour du système de la pêche. Et son PhD, c'était pour améliorer certains systèmes de pêche, pour qu'ils soient justement plus durables. Mais au final, ça reste dans le monde de la pêche, qui est, comme tu disais, dans un système... Enfin, voilà, c'est un système extractiviste et capitaliste. Et donc, ce dernier en question a arrêté son PhD parce qu'il pensait qu'il ne s'était plus aligné, en fait, avec vraiment ses valeurs. Donc, ouais, dans mon cercle, j'ai l'impression que c'est des questions qui se posent. Moi, à titre personnel, comment je me positionne par rapport au technosolutionnisme, je pense que je suis relativement contre, si on veut dire, parce que j'ai l'impression que dans le terme technosolutionnisme, il y a un grand aspect qui est qu'on peut se baser uniquement sur les technologies. Et c'est sur cette partie que moi j'ai l'impression que il faudrait pas trop... faudrait pas penser comme ça. Par contre, je pense qu'il y a définitivement des technologies qui peuvent nous aider. Il faut pas être totalement contre non plus. Donc je suis un peu... je suis pas blanc ou noir, mais plutôt dans le gris. Et je pense que je pourrais trouver facilement des exemples de technologies qui nous aident à aller dans la bonne direction. Et je pense que c'est aussi un fait qu'il faut voir le système actuel tel qu'il est, et c'est totalement utopiste à mes yeux d'enlever la partie technologique, puisqu'on en a tellement au quotidien et ça fait tellement partie du système. Donc, ouais. Donc aussi de le voir comme une aide Voilà. à d'autres changements, peut-être Ouais. plus profonds. Mais ok. Ouais. Mais moi, du coup, par rapport aux amis, j'ai l'impression que vraiment dans mon cercle proche, au final, il y a un peu tout le monde qui a eu chaud et qui est dans un bureau d'ingé, qui sont en fait quand même plus ou moins contents avec le travail qu'ils font. Pas d'exemple hyper concret, à part des gens un peu plus éloignés, mais du coup, je sais pas exactement comment ils se positionnent par rapport à ce qu'ils font, donc ouais. Je pense clairement qu'il y en a. Et puis par rapport au technosolutionnisme, du coup, un peu pareil. Enfin, je pense quand même qu'avec le système qu'on a actuellement, genre, si tu veux le faire évoluer, ça va être impossible. Enfin, moi, je pense que c'est très compliqué, par exemple, d'abolir le capitalisme un peu d'un jour à l'autre. Donc, je pense que pour avoir un peu une transition bien, en fait, je suis pas complètement contre ce green capitalisme, on va dire, dans le sens où, ou bien, ouais, je sais pas trop si c'est exactement la même chose que amener des technologies et de penser qu'on va sauver le monde avec des technologies, mais je pense, comme tu dis, il y a sûrement certaines choses qui sont bien et qui sont peut-être développées par la science. Et si tu veux les introduire dans un système, il faut les marketiser, ou bien, je sais pas comment on dit, il faut les rendre attractifs. Avec le système qu'on a maintenant, c'est impossible autrement. Puis du coup, je comprends quand même que on fasse ça un petit peu pour que ça marche, pour que les gens ils trouvent ça cool, c'est du greenwashing, ils se sentent mieux s'ils font ça, du coup ils achètent ce produit qui est un peu design limite, puis ouais. Et ça, je pense, c'est pas forcément que négatif. Et après, tu tombes assez rapidement justement dans le truc où est-ce que c'est vraiment utile l'objet, ou tu le fais vraiment juste parce que ça donne une bonne image à ton entreprise, ou l'argent derrière, genre voilà. Et puis ouais, donc je pense que c'est un peu comme une petite solution de transition, parce qu'avec le système qu'on a maintenant, je pense que c'est un truc qui peut faire que ça améliore déjà un peu la situation. Après, t'as toujours ce problème de capitalisme qui est au fond de... Enfin, de ce que j'ai compris, je crois que quand même le capitalisme vert, tu te dis quand même, ok, on a des ressources naturelles qui sont limitées, et puis du coup, tu essaies de rendre la chose durable, dans le sens où, ok, on va mettre des taxes, on va essayer de limiter... Enfin, les ressources naturelles sont pas gratuites et illimitées, en gros. Donc ça, je pense, c'est plutôt bien, mais t'as quand même le problème de croissance économique que tu veux dans tous les cas dans le capitalisme, et en fait, c'est juste ça va pas fonctionner. Ça, c'est sûr qu'il faut qu'on arrête, mais pour moi, c'est un peu... Enfin, c'est utopique de se dire on va réussir à que les gens arrêtent de vouloir croître et de vouloir plus actuellement. Genre, c'est un peu... Enfin, j'espère qu'un jour, ce sera possible, mais je suis assez... Ouais, un peu pessimiste, non, parler, genre réaliste, j'ai l'impression, je sais pas. Tu as joué avec les règles juste dans le cabinet, j'ai l'impression. Oui. Après, par rapport à ça, et par rapport au livre, moi, je trouve que dans le livre, cette start-up de vermicompost, moi, je trouve l'idée, elle est chouette, tu vois. Moi aussi, ça m'a catch. C'est pas un truc où je me suis dit, alors à la fin, on découvre que justement,
il y a des espèces de fraudes qui sont impliquées et du coup, ça peut aller plutôt vers du greenwashing parce qu'ils font pas ce qu'ils disent qu'ils font totalement. Mais moi, je trouve quand même l'idée sympa et puis chouette, c'est ça qui est hyper bien dans le livre. Tu captes même pas vraiment le moment où, au début, moi je me suis dit, c'est trop une bonne idée. En plus, le boire à grande échelle, faut y aller, tu vois, ça va ça va changer le truc et tout. Et tout le coup, sans vraiment t'en rendre compte, tu pars sur un truc où c'est plus du tout ce que tu voulais de base, et c'est méga du greenwashing, et c'est... Enfin, ouais. Et du coup, je trouve que ça, c'est bien illustré dans le livre, et je pense que la plupart de nos exemples, enfin, ça se passe comme ça, quoi. Dans le monde. Alors, des idées, je pense. Ah, mais c'est sûr, c'est des dynamiques très complexes. Mais il y a pas mal de chercheurs qui travaillent sur comment on pourrait implémenter une décroissance, etc. Je me permets de rapidement vous couper. Si vous écoutez toujours cet épisode, c'est que ça vous plaît. Merci beaucoup. Je me permets d'ajouter ici que le roman, avec sa fin qui est très ouverte, nous rappelle que ces dynamiques, justement, qui structurent notre société sont très très complexes. Et peut-être qu'une idée de ce roman est qu'il n'y a pas vraiment de solution clé, mais qu'il s'agit de contribuer de manière plurielle aux problèmes de notre temps. Et si vous êtes intéressé par les chercheurs et chercheuses qui s'intéressent à la décroissance économique, et donc à des schémas économiques qui sont viables et qui vont de pair avec un avenir durable pour notre société et notre planète, je vous recommande les travaux de Timothée Paric, Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance. Je mettrai ce livre en note et je pense qu'il est vraiment un outil clé si jamais tout le monde vous dit oui, de toute façon ce n'est pas possible, il n'y a pas d'alternative, il y a réellement des alternatives. Voilà, je vous relance dans le podcast. Oui, donc revenons à notre livre. On parlait de la fin, qui est un peu liée au fait aussi que Arthur, lui, il va beaucoup s'engager pour les causes environnementales, mais il va faire partie d'un groupe qui prend une tournure un peu extrémiste. J'aime pas trop ce terme, mais oui, je pense que c'est quand même le bon contexte pour l'utiliser, et qui ont vraiment recours à la violence donc contre les êtres humains pour parler de causes environnementales. Est-ce que vous êtes activement engagé pour les causes environnementales au sein de certains mouvements? Si oui, lesquels? Et aussi, comment vous vous situez par rapport à ce recours à la violence? Car je pense que le roman pose en fait un peu cette question. Est-ce que finalement, évidemment, la violence n'est pas bien, mais quand on voit la violence écocidaire qui existe dans notre système, finalement, est-ce que c'est pas aussi légitime de répondre comme ça? Ouais, du coup, alors je suis pas active, mais je participe de temps en temps quand même à des manifs, par exemple, Climat Strike, la grève du climat. La grève du climat. La grève du climat, voilà. Et puis, mais je crois que je le fais aussi parce que l'ambiance est sympa. Enfin, genre, c'est un mouvement. Mais je suis plutôt dans le positivisme et pas vraiment dans... Enfin, toute cette partie un peu violente, on va dire, qu'il y a dans le livre, par exemple. Mais je peux comprendre la sensation de pourquoi est-ce qu'on arrive à ce point de vouloir utiliser la violence pour se faire entendre un peu. Parce que je pense que plus tu t'informes par rapport à la crise écologique, plus tu te sens peut-être aussi un peu assez rapidement impuissant ou bien des sentiments d'injustice. Et du coup, je pense que tu as la frustration. Enfin, moi, ça m'est déjà eu cette sensation. Donc, je pense que je comprends aussi cet aspect un peu de... T'as envie de résoudre par violence parce que tu sens au fond de toi un peu une sorte de frustration. Mais je suis quand même hyper convaincue que pour moi, c'est vraiment pas une bonne manière de communiquer. Surtout que, justement, les gens sont aussi qui auraient un grand impact. Ils ont souvent un autre background, ou bien complètement une autre vision, ou bien des autres valeurs, et du coup, mais il faut quand même rentrer en communication avec ces gens, puis pouvoir discuter de manière constructive. Et je pense que c'est pas, avec des mouvements violents que ça va se faire. Mais je peux comprendre, dans le sens où pourquoi, à quel moment on arrive à ce point. Ouais. Oui, après, il y a la différence entre... là, c'est vraiment assez extrême dans le roman, où vraiment, ils vont faire... de l'écoterrorisme, en fait, j'aime pas non plus ce mot, mais voilà. Alors que quand on parle de jeter
peut-être de la peinture sur des choses moins Ouais, graves, oui, c'est bah oui. différent. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Lisa. Moi, j'ai aussi jamais été grandement impliquée. J'y étais beaucoup plus il y a quelques années dans des mouvements aussi liés à le climat ou aussi dans des mouvements plus, disons peut-être plus des associations très, très régionales qui font pas forcément des manifestations, mais que tu peux te retrouver quand même aussi discuter autour de ces questions. Euh, je suis moins active là-dedans ces dernières années, mais du coup, j'ai quand même aussi un peu ça dans mon background et j'ai l'impression que là aussi, peut-être juste de ma personne, mais la violence, c'est aussi pour moi pas trop la clé ou la solution. Comme tu dis, je comprends totalement comment on peut en arriver là. Je pense que c'est une réaction presque logique quand tu te rends compte de ce qui se passe et quand ouais, tu es tellement au courant en fait de l'aberration qu'est la crise écologique qu'on est en train de vivre et à quel point les gouvernements sont assez retirés ou disons très peu engagés en fait face à ce qui se passe. Mais j'ai aussi l'impression que la violence, c'est pas forcément la bonne manière et justement au travers moi de mon expérience et de mes convictions aussi juste personnelles, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de localement agir autant que tu peux autour de toi et avec des mouvements qui sont aussi non violents mais aussi très très locaux quoi. Faire des actions locales le plus possible et essayer de changer autour de toi et en même temps en parallèle essayer le plus possible d'utiliser les outils démocratiques qu'on a encore pour avoir des changements plus globaux et s'engager ouais, politiquement, je sais pas, moi j'ai une vision aussi plus mais ouais, encore une fois, c'est aussi quand même encore compréhensible, je trouve. Ouais. D'atterrir dans des envies un peu de violence. Ouais. Mais oui, ouais, je comprends. Mais pas en devenir misanthrope, ouais. Et j'ai l'impression que justement, enfin, t'as cette rage et cette envie de faire quelque chose quand tu connais le système, comment il fonctionne et à quel point on le maltraite si on veut. Et donc pour moi, c'est un outil qui est tellement puissant de donner cette connaissance aux autres plutôt que d'amener de la violence. Donc, ouais. Oui, d'utiliser la colère en quelque chose de productif, quoi. Ouais. C'est vrai qu'en fait, je pense aussi juste d'accepter que c'est normal de paniquer, en fait. Que tout le monde devrait paniquer. Et pas de faire croire aux gens que, en fait, les jeunes ont peur ou sont justement anxieux, anxieuses et que c'est eux et elles qui exagèrent, mais vraiment, en fait, si on est juste lucide, ça fait peur, quoi. Oui. Je pense que juste faire passer ce message aux gens, en fait, ça serait juste normal. C'est l'émotion basique à avoir. Peut-être que ça aiderait un peu. Ok, et donc si on parle justement un peu de comment est-ce qu'on pourrait agir ou évoluer de manière positive dans cette crise écologique, climatique, etc. Marie-Lou, toi, tu as dit que tu n'as pas trop aimé la fin. Donc, dans ce roman, ils vont renoncer à leur désir de richesse et de pouvoir, les deux. Ils se retrouvent, mais la fin est plutôt pessimiste. En fait, j'ai pas complètement spoilé, mais vous pouvez le faire dans vos réponses si jamais, c'est pas grave. Mais vous, comment est-ce que vous l'avez perçu, cette fin? Pourquoi tu étais justement un peu déçue, Marie-Lou? Et est-ce que c'est encourageant, en fait, ou pas trop? Justement, est-ce que quelqu'un qui lit ce roman, vous pensez qu'il s'y connaît en plus pas trop en écologie? Est-ce que c'est plutôt décourageant ou... Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et ouais, j'ai pas aimé la fin parce que je l'ai trouvée beaucoup trop pessimiste et décourageante. Avec voilà des images qui montrent que un peu quel que soit ce qu'on fait, ça va pas marcher. Et je trouve que c'est pas vraiment le message qui est adéquat à faire passer, ou disons, c'est pas celui que j'aurais aimé partager, ou je sais pas. Donc dans ce sens-là, j'ai pas aimé la fin. Après, moi, j'ai trouvé intéressant ces moments où justement ils se retrouvent, Kevin et Arthur, ils se recentrent, comme tu dis. Et je trouvais que ça
apportait aussi un peu la question du... Enfin, je trouve de manière générale, dans le roman, on vit quelques années de personnes qui commencent leur âge adulte, c'est leurs premières années en tant qu'adulte, leur vingtaine. Et en tant que vingtenaire, je trouve qu'il y a aussi beaucoup, pas du tout seulement dans la question de trouver un job, peut-être même de manière générale, un esprit de faut faire beaucoup de choses vite, faut que les choses fonctionnent vite. Et je trouve qu'on le retrouvait beaucoup dans cette idée de start-up. Il y avait, en tout cas, aller très 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 vite. Mais aussi, pour Arthur, je trouvais il y avait quand même un côté, même si le quotidien d'Arthur avait l'air d'être beaucoup plus lent de manière générale, mais cette envie de régénérer un sol en 1 ou 2 ans, alors que le sol il a été maltraité pendant des années et des années et des années. Et que souvent, je pense que la solution, c'est aussi beaucoup plus de patience en fait, et pas forcément une solution miracle pour... Enfin, ouais, la nature, elle a besoin de temps quoi, pour se remettre d'une agriculture intensive, par exemple, dans le cas du livre. Et cette fin, je trouvais qu'elle apportait un peu ce côté plutôt on ralentit, à un point où on ralentit tellement que on n'existe plus presque, disons. Il y a quelqu'un qui meurt à la fin. Enfin, que je trouve quand même très pessimiste, et le message principal, c'est pas celui-ci que je vois. C'est un peu un message secondaire que moi j'ai vu et que je trouvais intéressant, mais ouais. Donc en fait, on soit plutôt bien, mais à la fin, je pense que ça va quand même aider les gens si on... Rapidement, je résume. Le fait juste que donc Kevin va arrêter en fait enfin, de faire partie de cette start-up et Arthur lui sera au sein de ce mouvement très violent et ils vont vraiment organiser une révolution vraiment. Et oui, bah, justement, ça va pas. Enfin, il y aura beaucoup de morts et de mortes, etc. parmi les militants et militantes. Et donc, ouais, je comprends ton point de vue du fait qu'en fait, finalement, ils ont un peu perdu. Je trouve que c'est aussi Ouais. la manière dont c'est écrit, justement, parce que après, bah, il y a un côté où je pense qu'il y a presque monde qui peut s'accorder sur le fait que cette espèce de révolution, elle n'a pas fonctionné. Et puis, donc, il y a Arthur qui se donne la mort après ça. Donc là, je pense qu'il y a pas beaucoup de positif à être vu, mais dans l'histoire de Kevin, j'ai l'impression que lui, il se retrouve beaucoup plus en tant que personne en quittant cette start-up. Donc je pense que ça aurait pu être presque quelque chose de positif, mais comme c'est écrit, je trouve que c'est écrit de manière très négative, comme un échec. Voilà, en fait, c'est ça que je voulais dire. Écrit comme un échec, et les deux directions que tu prends, qui sont pas du tout vraiment les mêmes au début. Enfin, ils sortent avec des idées similaires et des valeurs quand même très similaires. Et puis, ouais, bah Arthur, il va échouer à régénérer en gros son sol, en tout cas dans le temps où il voulait. Et puis, il y a encore l'échec, il y a sa copine qui part et où il remarque en fait c'est plus dur aussi de revenir un peu à cette vie rurale et genre un peu simple, qu'en fait bah, ça marche pas pour tout le monde. Et puis qu'en fait, je pense que c'est aussi une déception, enfin, t'es confronté à un peu un échec aussi par rapport à ça. Je pense qu'il avait un peu un autre idéal. Et puis Kevin aussi, ben, c'est aussi un échec au final, parce que il a perdu le contrôle un peu de sa start-up en soi, où il a pris la direction que lui, il voulait pas, et il s'en est même pas rendu compte, enfin, genre, ou bien il voulait pas s'en rendre compte, enfin, il a un peu glissé dedans. Et du coup, ouais. Puis le livre, après ça, justement, comme tu dis, il manque un peu le truc de... Il redescend, du coup, il veut se recentrer sur l'essentiel, puis il n'y a pas vraiment de suite. Là, c'est un peu la fin, et genre... ouais. Mais je trouve même Kevin qui reprend du calme, on va dire, qui part de sa start-up et qui fait une sorte de tour, là, un peu, à travers la France, il me semble. Genre, il devient un peu, je trouve, comment tu dis, pas indifférent, mais il est un peu en mode, tant pis, enfin, ça a pas marché, et puis, bien, je sais pas trop comment dire, mais il y a pas un truc méga positif, genre, il est quand même un peu... Bon, au moins, je suis libre par rapport à la société, mais... Ouais, genre... Toujours angoissée, à mon avis. Genre, j'ai l'impression que c'est aussi, pour moi, je l'ai justement vécu beaucoup comme c'est la manière d'écrit. Mais moi, disons, en vivant un peu l'histoire de Kevin à travers le livre, j'ai l'impression que cette vie, elle lui correspond en fait beaucoup plus à sa vie qu'il avait dans la start-up, où justement, c'est quelque chose de plus simple. Et en fait, c'est ce qu'il visait aussi à la sortie de ses études.
c'était de vendre des vermicomposts pour les privés qui soient petits, pour les appartements. Quelque chose de plus petit, quelque chose de plus local, encore une fois. Et au final, c'est ce qui arrive. Donc, j'aurais pu imaginer Une fin heureuse de fin Kevin, qui en soit fait. écrit quand même d'une manière plus positive. Ok. Alors que là, c'est écrit, et c'est, je crois que c'est pour ça que j'ai pas aimé. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que le point, il était un peu. Enfin, c'était souligné que ce soit négatif. Alors que ça aurait pas forcément dû l'être. Et puis que sa start-up, au final, elle continue sans lui, on s'en fiche qu'il soit parti. Ça continue à sûrement marcher. Alors que même si c'est un scandale, j'ai quand même l'impression que business is business et ça continue. Enfin, c'est ça, il dit dans le livre. Ouais, pas genre. C'est une fin ouverte. Peut-être qu'il se retrouve finalement, qu'il retrouve une vie à hauteur d'homme, quoi. Je vous coupe rapidement pour vous lire 2 paragraphes du roman. C'est vraiment vers la fin de l'histoire. Comme ça, vous pouvez aussi un peu voir que cette fin est tragique. Enfin, en tout cas, c'est ce que Marie-Lou et Lisa ont ressenti. Et comme ça, vous pouvez un peu comprendre pourquoi. Donc, je vous lis maintenant la page 497. C'est l'avant-dernier chapitre où Arthur meurt. Arthur n'avait aucune intention de comparaître devant le tribunal des hommes, ni surtout de se retrouver derrière des murs de béton. Car donc justement il sera sûrement emprisonné après avoir lidé cette révolution qui n'a pas fonctionné. Il fit un ultime effort pour attraper les comprimés. Il s'en fourra 3 dans la bouche et les laissa fondre. Il sentit le poison sans goût qui descendait dans sa gorge et déglutit pour être bien sûr d'ingérer toute la dose. Il savait que les convulsions allaient bientôt survenir, puis la chute de tension, puis l'étouffement, puis le coma. Il s'accrocha de toutes ses forces à Kevin. Mais je tiens à préciser que la matière organique d'Arthur va être en fait donnée en terre et un arbre sera planté. Et donc il va retrouver le sol, ce qui est quand même une fin assez symbolique, on ne le dit pas dans le podcast, c'est pour ça que je me permets de reprendre le micro. Et quand même assez joli qu'il remet dans le cycle du vivant. Et donc il est, je vais citer un petit passage qui est vraiment la fin du roman pour le coup. Relié au monde par les ondes et la lumière, Arthur connaîtra ainsi, par bribes, les mutations de l'Homo sapiens. Passeront tour à ses pieds les guerriers surarmés, protégeant l'eau et le grain, les errants faméliques sevrés de carbone, les druides néo-païens, adorant Gaïa, les enfants aux grands yeux et aux pieds plats, jouant dans la paix du village, les minotaures et les centaures mêlant la bête et l'homme. Un jour, vieux et grinçant, il sera déraciné par un coup de vent trop nerveux. Il chutera d'un coup, dans un bruit de tonnerre. Ses branches fracassées s'en mêleront au sol comme une chevelure dénouée. Son corps usé et troué se décomposera lentement, très lentement, pendant des siècles. Il perdra ses rameaux et son écorce. Il se couvrira d'essaims d'abeilles, de mousse luisante et de champignons meringués. Il offrira refuge et nourriture à des milliards d'insectes, puis il reviendra houmous. Finalement, Arthur avait bien réussi son coup, il avait fait sa révolution à lui. Donc il y a quand même une petite note positive dans cette fin négative. Voilà, donc je trouve encore important de souligner ce retour à la nature et ce cycle qui se referme dans ce roman. Je vous laisse retourner au podcast. Donc en effet, en révisant ces lignes que j'avais lues il y a quelques mois, c'est vrai que la fin est vraiment pas très positive. Mais je pense qu'il y a aussi un peu une sorte de message de fin ouverte. Qu'est-ce qu'on en fait? Et je pense qu'en effet, si pour Arthur c'est si tragique, c'est que peut-être que l'auteur voulait quand même vraiment dire, regardez... Puis c'est hyper réaliste, dans le sens Ouais. où... Ouais. Enfin, oui, que la violence n'est pas une solution. Je pense que c'est quand même un des messages du livre, parce que pour Arthur, ça finit vraiment pas bien. Mais c'est vrai que pour Kevin, on ne sait pas. On ne sait pas. Comment est-ce que pour vous, ce roman... Est-ce qu'il vous a posé des nouvelles questions, ou bien c'était juste... ça a plutôt approfondi des choses, ou... Moi, ça m'a apporté, ou disons, j'ai trouvé intéressant aussi, comme thématique en background, d'avoir un peu ce... Enfin, l'auteur, il a fait ça relativement simple. C'est Arthur qui vient d'une famille relativement riche, qui aimerait retourner à ses terres, et Kevin qui vient d'une famille pauvre et dont les parents sont saisonniers, donc voilà, pas très riche et surtout aussi relativement instable.
avec des jobs qui changent un peu tout le temps et qui fait une ascension sociale. Donc, je sais pas, j'ai trouvé ça intéressant. Pas que ça m'a posé des questions énormes, mais je trouve, enfin, c'est des questions pour lesquelles moi je suis beaucoup, disons, moins experte, peut-être, ce côté social. Et je trouvais ça intéressant de voir comment Kevin il le vivait, justement. On sent quand même qu'il aime pas du tout cette figure. Il renie pas du tout le fait enfin, il voit presque pas ça du tout de manière négative, le fait que ses parents soient saisonniers et pas très riches. Et je trouvais ça intéressant, juste. La manière dont c'était écrit, je trouvais que c'était, je sais pas, intéressant. Et Ça, ouais. je trouvais aussi que j'ai trouvé que c'était plus développé chez Kevin, justement, cet aspect de comment il se positionnait par rapport à son ascension sociale. Par contre, je trouvais ça pas forcément autant développé chez Arthur, qui retournait à une vie plus simple. C'était plutôt peut-être au travers de sa copine, en vrai. Ouais. Parce qu'elle, du coup, elle était aussi parisienne, une famille assez aisée. Ouais, un des thèmes qui revient, c'est ce thème justement du besoin des réussites dans notre génération, qui je pense est lié à ce que tu as dit, Marie-Lou, avec ce fait d'aller vite, toujours être plus rapide que les autres, meilleur. Et la copine, en fait, elle dit, ah mais regarde, nos copains, ils ont acheté des maisons, ou des appartements à Paris. Je mets mon temps avec toi dans ce trou, voilà. et puis après elle part. Oui. Et puis du coup, après, elle se met avec... Enfin, moi, je pense que elle a aussi un rôle important un peu à montrer, la copine. Enfin, et que... Ouais. Mais oui, qu'au final, les gens, ils ont toujours... Ouais, c'est hyper important de réussir et de réussir vite et de... Ouais, mais je trouvais aussi cet aspect que la personne qui... Enfin, disons, c'est vraiment dans le livre un choix de retourner à une vie plus simple parce que, en fait, t'es privilégié aussi à la base et que il y a une maison qui est à disposition, qui est utilisée par personne, et il y a des terres à disposition qui sont utilisées par personne, et que s'il y a quelque chose qui se passe mal, il y a un peu en background ce fait que Arthur, il sait que ses parents, tout d'un coup, il a un backup. Il a un backup et Il est extrêmement privilégié. il est très privilégié, et je trouvais ça quand même aussi... Ouais, je sais pas, peut-être juste c'est important un peu à souligner. Alors permettre d'avoir un échec. C'est ça, alors que Kevin, beaucoup moins. Et ça a pas l'air de déranger Kevin pour autant, mais disons... Mais c'est un peu un fait aussi que... Enfin, je crois qu'il y a un peu cette image de... Et c'est aussi assez bien décrit, je trouve, dans le livre, que c'est... Il y a un aspect un peu bourgeois, presque dans le village, qui commence à s'installer dans le village d'Arthur. On n'est pas le seul à avoir peut-être fait ce retour à la nature, ce retour aux terres, et faire une épicerie bio et ce genre de choses. Et je sais pas, je trouvais ça intéressant. Ouais. Je pense, je trouve ça, c'est un petit peu senti dans le livre, les moments où, en fait, Arthur juge presque un peu Kevin pour ce qu'il fait, d'être dans ce greenwashing et tout, mais c'est un peu facile à dire quand on a justement les moyens, parce que les parents payent chaque mois encore, versent un salaire, d'aller régénérer des terres parce qu'on a le temps et l'argent, alors que Kevin, lui, avait besoin d'une rente, en fait, mensuelle. Donc ça, là, je me suis un peu dit, on sent qu'il critique le privilège, mais c'est vrai que ça a été moins travaillé que le côté de Kevin, je pense, au niveau social. Lisa, je sais pas si tu veux encore dire quelque chose aussi. Je pense qu'on a plus de discuté. Ouais, non, j'ai trouvé. Puis en fait, il reflétait pas mal un peu dans... Justement, on a un peu le même âge, plus ou moins, on est un peu dans la même situation. Donc je trouve que c'était quand même un livre cool qui venait un peu, genre, trigger un peu certaines questions et tout. Donc je trouve que c'était cool. Après, justement, c'est pas non plus... J'ai pas mis ma vie en question. Et vu que vous avez fait des études hyper scientifiques, déjà, est-ce que vous lisez beaucoup? Et comment c'était pour vous, genre, de lire un roman, parce que c'est quand même le fictionnel, c'est quand même... c'est pas du tout ce que vous avez fait dans vos études, quoi. Par rapport un peu à ça. Vous avez découvert un nouvel angle un peu par rapport à ces questions, ou... Et justement, moi, j'allais dire, si je suis hyper honnête, je suis pas une grande lectrice. Ça m'a quand même... C'était pas du tout dur pour moi de rester accrochée au livre. Ça reste un roman avec une intrigue. Exactement, donc... Ouais, puis justement, c'est ça qui est aussi cool, c'est que tu peux amener quand même un peu la science. Je pense que j'ai lu beaucoup plus de papers que de livres. Non, je sais pas, mais tu vois, en tout cas dans les dernières années. Puis du coup, non, je trouve ça hyper cool de thématiser quelque chose quand même d'assez scientifique et assez actuel, et il faut en parler dans un roman avec... T'as des émotions qui vont avec, tu t'attaches au personnage. Je sais pas, t'as des scènes de cul.
C'est un peu comme Lisa. Moi, je suis pas une grande lectrice non plus. Je l'étais beaucoup plus quand j'étais jeune, mais c'est aussi l'université. Disons, pour moi, c'est l'université qui m'a passablement freinée dans mes lectures. Mais le livre, il m'a beaucoup plu et j'aimais bien aussi justement. Enfin, je trouvais ça aussi chouette que ce soit. Je trouve que c'était des personnages où, en tout cas, nous, en tant qu'aussi jeunes, on pouvait très facilement s'identifier. Alors, les questions que je pose encore normalement à tout le monde dans ce podcast, c'est est-ce que vous avez un livre qui est en lien avec la nature que vous recommanderiez? J'ai dû chercher, je te dis. Je suis retournée, j'étais là. Au lycée, j'étais aussi forcée à lire Into the Wild, là, c'est pour le cours d'anglais. Donc, mais je trouve qu'il est super aussi, Into the Wild. Oui. Mais il est aussi un peu dans la même vibe négative, je trouve. Oui. Et là, on a affaire à un personnage qui, en plus, vraiment se retire du monde. Ouais. Ce qui n'est pas un peu intention. Ouais. Mais oui, c'est Mais c'est quand même un peu un Arthur poussé encore beaucoup plus à l'extrême. Ouais, qui est un peu misanthrope, quoi. Ouais. Mais j'ai pensé avant, j'en ai lu un autre livre dernièrement, enfin dans les dernières années. C'est Where the Crawdads Sing, là. Oui. Et ça, j'ai trouvé aussi hyper cool. Qui a été recommandé par Salomé aussi. Ah, bon, bah, ouais. Donc là où chantent les écrevisses en français. Ouais. Oui. J'ai trouvé très bien. Le film est moins bien. Spoiler alert. Ouais, j'ai aussi vu le film. Ouais. Et puis là, c'est pas mal la thématique de ton lien avec la nature. Oui. On va observer la nature et tout. Et en plus, il y a un policier un peu dedans. C'est vrai. Donc ça va bien. Il y a quand même de l'évolution d'une jeune femme. Donc c'est aussi assez attachant. Ouais. Ok, donc on notera. Moi, j'aimerais bien recommander un livre que j'ai lu quand même en début d'année, qui s'appelle en français, le titre c'est La colonie de Annika Norlin. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui parle aussi de la relation entre l'humain et la nature. Mais en fait, au travers de l'histoire, il y a de plus en plus des questionnements de relations interhumains dans comment gérer un groupe et comment gérer les différents rôles. C'est comme un espèce... disons, l'histoire parle d'une colonie dans la nature, les forêts suédoises. Il y a, comme j'ai dit, un grand thème sur la relation à la nature. Mais il y a aussi, de plus en plus dans le livre, beaucoup de questionnements sur les relations entre les personnages et un peu des questionnements de pouvoir aussi. J'ai trouvé que c'était très bien amené. C'est très intéressant. Oui. Et donc, je peux seulement le recommander, à savoir que moi, j'ai eu un peu de peine à le commencer. J'ai pas été trop accrochée par le début. J'ai dû, disons, je l'ai un peu mis en pause pendant, je pense, 2 mois avant de reprendre. Mais du coup, je vous conseille vraiment de quand même continuer si vous êtes comme moi, parce que après ça, c'est vraiment chouette. Encore une dernière question. Vous pouvez, si vous voulez, vous mettre d'accord. Qui est-ce qu'on pourrait inviter au podcast? Ça peut être quelqu'un plutôt de votre milieu, et c'est aussi très intéressant de discuter avec des gens des sciences. Moi, bah, la seule personne à qui j'ai pensé, c'est un peu mon mentor de ma thèse de master, mais c'est hyper random, c'est juste un prof passionné de poissons. Et... oui, c'est vrai. Et il est hyper fort dans son domaine, enfin, vraiment. Puis il a fait beaucoup de projets au Brésil, où il y a vraiment, c'est abusé les problèmes qu'ils ont dans les rivières, surtout qu'ils ont des méga rivières. Diversité de poissons incroyable. Enfin, vraiment, c'est pas comme en Suisse où on a 46 espèces. Je sais pas combien il y en a. Il y a pas beaucoup d'espèces de poissons. Et du coup, non, il est juste super comme personne. Donc, non, mais c'est gentil. Mais je sais pas trop si il va te parler de poissons. Oui. Mais pourquoi pas, s'il y a une thématique qui s'ouvre, je reviendrai vers toi. Ouais, moi j'ai aussi pensé comme personne un superviseur de stage qui s'y connaît énormément en plantes et qui a des anecdotes sur presque toutes les plantes. Il peut te raconter pourquoi tu les appelles comme ça ou l'histoire, pourquoi elles étaient utilisées. Et moi, j'ai pensé à lui parce que j'ai toujours trouvé que c'était incroyable de l'écouter et j'ai déjà eu l'idée, disons, je pense qu'il préfère des podcasts tout seul. Ouais, je pourrais c'est l'écouter. très intéressant. Histoire de mélange. Je pense que le connaissant, il est aussi pas très ouvert à faire un podcast, je pense. Donc, je pense pas que ce sera faisable. Ok. Ça aurait été incroyable. Pour rechercher quelqu'un du genre, spécialiste d'une thématique de l'environnement, qui pourrait être une perspective intéressante. Ouais. Moi, sinon, j'ai pensé, mais je sais pas si ça peut être intéressant, mais je sais pas si vous avez vu, il y a un Neuchâtelois qui s'appelle Neil Villard qui a sorti un livre et un documentaire il y a pas longtemps. Et
Donc on est de Neuchâtel, je sais pas si on l'a dit. Ouais, On l'a pas dit. de Neuchâtel, qui a sorti donc un livre sur de photographie, il me semble. Je me suis dit peut-être ce serait quelqu'un d'intéressant parce que moi je trouve ça assez intéressant. Donc il fait du pistage. Je trouve cette position toujours assez intéressante parce que je pense que c'est quelque chose qui est fait dans l'extrême respect de la nature et j'ai pourtant toujours trouvé ça assez presque bizarre, cette position de vouloir observer. Et en plus, je trouve que c'est d'autant plus pas bizarre, je pense que c'est pas le bon mot, mais je trouve ça intéressant que ce soit les félins comme prédateurs tout en haut un peu des chaînes de terre qui soient toujours, ou disons, qui sont quand même Des espèces emblématiques. qui sont des espèces emblématiques et vues comme beaucoup plus intéressantes en fait que toutes les autres espèces, alors que moi, en tant que plutôt intéressée de la biodiversité de manière générale, je trouve qu'il y a des espèces de tout et n'importe quoi. Une espèce de mousse, elle peut être incroyable. Marie-Lou fait un cours sur les insectes. Voilà, sur une espèce de scarabée. Et du coup, je trouve ça intéressant. Vu que je me dis qu'il est neuchâtelois, peut-être c'est... Oui, pourquoi pas, je note, parce que surtout s'il y a des films ou des photos, c'est aussi une forme de récit. Oui. Donc ça pourrait peut-être se relier ce podcast de manière intéressante. Voilà. Voilà, ce podcast est terminé. J'espère que ça vous a plu. Toutes les références citées seront en note du podcast. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, sur Spotify ou de nous suivre sur Culture et Communication. Merci beaucoup.